Bonjour à tous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, le Commodore de la Royal Navy, Stephen Jeremy, qui a commandé 4 navires de guerre au sein du 5e escadron de destroyers et de la Fleet Air Arm britannique. Il a servi pendant la guerre des Malouines, ainsi que dans l'Adriatique, lors des campagnes de Bosnie et du Kosovo. Il a ensuite pris sa retraite après une mission opérationnelle en 2007, alors qu'il occupait le poste de directeur de la stratégie à l'ambassade britannique en Afghanistan. Il est également l'auteur du livre Strategy for Action, Using Force Wisely in the 21st Century. Merci beaucoup d'être avec nous. On ne parle plus beaucoup de stratégie en Europe. Je remarque qu'on emploie davantage un langage normatif, donc je suis très heureux de vous recevoir dans l'émission. Merci. C'est un plaisir. Je suis un grand admirateur de votre travail, Glenn. Donc c'est à la fois un plaisir et un honneur d'être invité et d'avoir l'occasion de discuter avec vous. J'apprécie cela. Chaque fois que nous parlons de la Russie, nous faisons généralement référence à Poutine, ou nous la personnifions. Mais quelle est la stratégie russe? Je souligne toujours que l'une des faiblesses que nous avons en Europe aujourd'hui, c'est que nous ne discutons plus des préoccupations de sécurité ni de la stratégie de nos adversaires. En effet, si nous voulons parler de stratégie, nous devons d'abord aborder ce qui les inquiète. Quelles sont leurs préoccupations en matière de sécurité et comment ils y répondent? De mon point de vue, cela nous laisse souvent dans une sorte de vide stratégique. Si tout doit être expliqué comme se produisant dans un vide, alors tout devient une question d'ambition territoriale, de restauration de l'Union soviétique, d'impulsion hitlérienne ou simplement d'un ADN impérialiste. Il n'y a plus de véritable explication. Mais dans l'approche russe de cette guerre, la guerre du premier jour est très différente de celle d'aujourd'hui. Je me demandais, vous avez une perspective intéressante sur la manière dont vous évaluez la stratégie militaire de la Russie ou son évolution. Je pense que cela vient vraiment de mon propre apprentissage autodidacte. Lorsque j'étais dans les forces armées britanniques, avec le recul, j'ai été déçu par la médiocrité de l'enseignement de la stratégie. Et si c'était médiocre dans l'armée, c'était encore pire ailleurs, en diplomatie ou dans tout autre domaine, Glenn. C'est donc pour cela que j'ai écrit le livre. Je l'ai publié en 2011. Il est aujourd'hui épuisé. Mais je l'ai fait parce que je pensais que nous avions perdu de vue la manière de concevoir une stratégie. Et en y repensant maintenant, nous avons l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, et maintenant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Autant de défaites ou de revers occidentaux, selon moi, tous dus, je pense, à une mauvaise réflexion stratégique. Donc malheureusement, j'ai bien peur que mon livre n'ait pas eu l'effet escompté, car nous continuons à commettre les mêmes erreurs. Mais je veux dire, quand j'ai vu la guerre commencer pour la première fois, j'étais pas vraiment concerné. Enfin, je n'étais pas proche de la situation. Je travaillais dans le secteur de l'énergie en mer. Mais la première chose que j'ai faite, c'est de vraiment réfléchir à ce que la Russie essayait d'accomplir. J'ai aussi essayé de mieux connaître Poutine. J'ai lu l'autobiographie de Philip Short, qui est très équilibrée, puis j'ai écouté les 4 entretiens d'Oliver Stone. Là, on commence à saisir le personnage. J'en suis ressorti avec beaucoup de respect, car j'ai senti que c'était quelqu'un de très stratégique. Et la façon dont j'ai commencé à voir les choses, c'est qu'en réalité, tout cela concerne, c'est entièrement une question de sécurité russe. Il est évident qu'il s'agit de la sécurité russe lorsqu'on fait l'analyse. Cela a été évident pour de nombreux penseurs occidentaux avisés depuis le début des années 90. La personne la plus clairvoyante à ce sujet était George Kennan, qui avait déclaré que ce serait la plus grande erreur imaginable. Et je pense qu'il a eu raison. J'ai donc vu la stratégie russe comme une stratégie en évolution.
On peut vraiment distinguer 5 phases. La première phase était l'opération militaire spéciale, que beaucoup ont perçue comme une invasion visant à prendre l'Ukraine. Je ne l'ai jamais vu ainsi, car il est évident qu'avec seulement 190 000 soldats, dont beaucoup issus des milices du Donbass, ce n'était pas suffisant pour conquérir un pays plus grand que l'Irak. Il est donc évident que je ne peux pas croire que l'état-major russe ait commis une erreur en disant « nous pouvons prendre cela avec ses forces ». Pour moi, tout cela relevait de la diplomatie. Dans cette première phase, il s'agissait de faire venir l'Ukraine à la table des négociations. Et en effet, cela allait presque aboutir en mars et en avril, jusqu'à ce que Boris Johnson, à la demande de Biden, se rende sur place et fasse changer d'avis Zelensky. Ce qui, avec le recul, sera, je pense, l'une des plus grandes erreurs diplomatiques du XXIe siècle. Après cela, lorsqu'il est devenu évident que l'OTAN allait soutenir l'Ukraine et que cela se transformerait en guerre, je pense que la Russie est passée d'une opération essentiellement diplomatique appuyée par la force militaire à une situation où elle a accepté qu'elle devrait combattre. Nous avons donc un retrait opérationnel lors de la deuxième phase d'avril à septembre 2022, puisque j'appellerais un repositionnement stratégique et le développement de la ligne Surovikin. En substance, il s'agit d'une position consolidée, conserver autant du Donbass que possible, tout en se remobilisant. Et en effet, les Russes ont parlé d'une mobilisation pour une guerre de 30 mois, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, dans la troisième phase, à partir d'octobre, lorsque la ligne Surovikin est solide et qu'ils ont consolidé leur position, on assiste à ce que j'appellerais une défense opérationnelle d'usure. À ce stade, alors que la Russie se mobilise stratégiquement et avec un certain succès, il ne s'agit pas seulement de main-d'œuvre, c'est aussi une mobilisation militaro-industrielle. Pendant que cela se produit, ce que font les Ukrainiens, sans doute sous l'impulsion des Britanniques et des Américains, c'est se heurter à la ligne Surovikin, avec des conséquences désastreuses non pas pour une, mais pour deux armées. Je soupçonne que ce n'est pas ce à quoi les Russes s'attendaient, mais comme l'un de leurs objectifs militaires était la démilitarisation, cela les a en réalité aidés. Les Ukrainiens gaspillaient des armées contre une ligne assez imprenable, sans supériorité aérienne, ni aucun des atouts que l'on souhaiterait normalement avoir. Je pense qu'ensuite, on entre dans la période allant de la toute fin de 2023 jusqu'à aujourd'hui, que j'appellerais une offensive d'usure. À ce stade, les Russes sont dans une position solidement mobilisée et commencent à avancer. C'est une offensive d'usure dont les objectifs sont de maintenir l'épuisement des forces armées ukrainiennes, tout en commençant à sécuriser des objectifs territoriaux. Je pense qu'ils étaient assez limités à ce stade, probablement juste le Donbass, bien qu'ils aient commencé à s'étendre en juillet avec les 4 oblasts de l'Est. Je crois que cela nous amène à la situation actuelle en réalité. Ce que nous voyons, c'est que la conséquence de cette offensive d'usure est l'effondrement de l'armée ukrainienne. Je soupçonne donc que nous entrons maintenant dans une phase 5 qui sera celle de l'exploitation. Dans la phase 4, si la démilitarisation a été accomplie, ce que je pense être le cas, ou du moins en grande partie, il s'agit alors vraiment de ce que la Russie doit faire pour assurer ses objectifs à long terme. Et ces objectifs à long terme concernent tous la sécurité. Je ne pense pas qu'ils veuillent le reste de l'Ukraine. Ce qu'ils voudront, à mon avis, c'est quelque chose qui atteigne leurs objectifs de sécurité. Je pense qu'il existe une version minimaliste et une version maximaliste. La version minimaliste a été présentée en juin 2025, lorsque les Russes ont soumis leurs 12 propositions à la discussion, et je m'attends à ce que la version maximaliste couvre l'ensemble de la Novorossia, car s'ils contrôlent toute la Novorossia,
Ils auront essentiellement atteint ce que je considère comme l'un des principaux objectifs de Poutine, à savoir protéger les populations russophones. Ils auront également obtenu une zone politiquement assez unifiée, puisque toute cette région a voté lors des élections de 2014 pour un gouvernement plus favorable à la Russie. Et sur le plan stratégique, Odessa et la mer Noire seront sécurisées et ne permettront pas l'opportunité pour les attaquer. Et ils exercent un degré de contrôle assez élevé sur ce qui entre et sort d'Ukraine grâce à leur maîtrise des ports maritimes. Je pense donc que c'est la première phase dans laquelle nous nous trouvons. Malheureusement, je ne vois aucune analyse stratégique qui aurait été essentielle pour mener une campagne militaire si cela avait jamais été une bonne idée de l'OTAN en Ukraine. Je ne pense pas que ce fût une bonne idée. Mais aucune de ces analyses n'a été réalisée. Je ne vois aucune analyse stratégique de ce type, car il me semble qu'en Occident, nous sommes séduits par notre récit politique. Comme je l'ai déjà dit dans l'émission de Daniel Davis, l'Occident est guidé par un récit politique, tandis que les Russes le sont par un récit de stratégie militaire. Oui, j'ai parlé à l'ancien directeur de la CIA chargé de l'analyse de la Russie, et il est arrivé à peu près à la même conclusion. L'Occident s'est piégé dans sa propre rhétorique. Parce que, eh bien, je suis tout à fait d'accord avec cela. Nous nous sommes engagés très tôt dans la rhétorique d'une invasion à grande échelle, non provoquée, ayant pour objectif de prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Et c'était en quelque sorte, nous devions créer un consensus et mobiliser le soutien du public pour nous engager pleinement et affronter la Russie. Mais je pense que la manière dont nous nous sommes piégés, c'est que, eh bien, vous avez mentionné que les Russes étaient passés de la phase 1 à la phase 2, puis à la phase 3. Nous oublions souvent, dans ce récit, que nous devons censurer certaines informations. Par exemple, dès le premier jour après l'invasion russe, Zelensky lui-même, cela a été publié sur les sites officiels du gouvernement ukrainien, a confirmé que les Russes l'avaient contacté dès le premier jour pour entamer des pourparlers. Ainsi, les Russes sont intervenus, comme vous l'avez dit, non pas avec suffisamment d'hommes pour conquérir l'Ukraine, mais avec assez de force pour contraindre l'Ukraine, après 7 ans d'ignorance des accords de Minsk, à mettre en œuvre ce dont la Russie avait besoin pour sa sécurité. Mais lorsque cela a été déraillé, et que de nouveau, la rhétorique, même au sein de l'UMLM, affirmait que cela se déciderait sur le champ de bataille, le conflit est devenu une guerre d'usure. Au moins, ce que je conseillerais dans une guerre d'usure, c'est de ne pas occuper autant de territoire avec des lignes d'approvisionnement aussi étirées, car cela vous rend très vulnérable. Il faut resserrer les positions, se replier un peu depuis Kherson, sur la rive ouest du Dniepr, consolider les lignes de front à Zaporizhia, construire ces lignes défensives, puis se concentrer sur la destruction de l'armée adverse. C'est l'élément clé. Mais en Occident, il semble que le récit dominant était que la Russie voulait s'emparer de toute l'Ukraine. Ensuite, nous avons montré notre force, et une fois qu'on a vu que nous tiendrions tête à Poutine, tous ces hommes ont commencé à battre en retraite. Nous avons donc créé un récit très éloigné de la réalité. Cela nous a enhardis précisément au moment où les Russes se renforçaient et préparaient leur ligne défensive. C'est, à mon avis, une énorme erreur stratégique. J'ai juste une question à propos d'Odessa, car Odessa semble être une ligne rouge pour les Britanniques et les Français également. Ils accordent une grande importance à Odessa. Mais pour les Russes, il ne s'agit pas seulement d'obtenir un plus grand contrôle sur la mer Noire. Cela leur permettrait aussi de se relier à la Transnistrie ou Pridnestrovie. Et c'est un problème maintenant que l'OTAN semble accroître ses ambitions en Moldavie. Ce serait une incitation supplémentaire.
Voyez-vous d'éventuels affrontements autour d'Odessa? Ou jusqu'où les Européens iraient-ils pour conserver Odessa, au moins? C'est une très bonne question. Je veux dire, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'endroit naturel, Odessa, et en effet toute cette région, est quelque chose que les Russes voudraient naturellement. À leur place, je le voudrais aussi. Je pourrais céder du terrain si je pensais m'approcher d'une bonne solution diplomatique, mais il n'y a aucun signe de cela. Il y a beaucoup de discussions, mais elles sont surtout internes, entre les Russes, les Américains, les Européens et les Ukrainiens. Mais il n'y a pas de véritable dialogue constructif avec les Russes. Donc franchement, c'est assez hors de propos par rapport à ce que veulent les Russes. Je pense que vous avez raison. Dans la situation de la Russie, mes objectifs sécuritaires maximalistes seraient atteints en tenant le Dniester et toute cette région. C'est une très bonne question de savoir si les Britanniques et les Français, qui semblent engagés avec des forces en déficit, se battraient réellement pour la défendre. Je pense que ce serait une énorme erreur de le faire, car ces forces seraient décimées. Elles agiraient sans supériorité aérienne et affronteraient une armée aguerrie au combat, probablement la plus aguerrie du monde à l'heure actuelle, les Russes. Je dirais que la deuxième meilleure est peut-être l'armée ukrainienne, et elle a été vaincue par les Russes, ou est en train de l'être. Donc, je pense que la question fondamentale pour les Britanniques et les Français est de savoir s'ils sont prêts à subir des pertes très élevées, ce pourquoi, à mon avis, ils n'ont pas préparé leur population, afin de défendre quelque chose qui est, selon moi, périphérique aux intérêts de sécurité de chacun de ces pays. Vous savez, le fait est que, même si les Russes avançaient à travers l'Europe, ce dont je ne vois absolument aucune preuve, aucune, tout ce que disent les Russes suggère au contraire. Ce qui est curieux, c'est qu'il faut se demander pourquoi les Russes voudraient-ils envahir l'Europe? Qu'y a-t-il là-bas dont ils auraient besoin? C'est un pays autarcique, avec de très bonnes relations commerciales à peu près partout ailleurs dans le monde. Il n'y a donc, à mon avis, aucune raison d'envahir. Et même s'ils le faisaient, théoriquement, les derniers endroits où ils arriveraient seraient la France et la Grande-Bretagne. Ce n'est donc pas comme si nous allions être en première ligne dans ces pays. Mais je pense que la question politique, et je soupçonne que les responsables politiques feront marche arrière, est que dès que la perspective d'un grand nombre, et nous parlons de milliers, de victimes françaises et britanniques tuées au combat, ou susceptibles de l'être, se présentera, je pense que les Britanniques et les Français hésiteront et accepteront l'inévitabilité d'une armée russe beaucoup plus puissante, contre laquelle ils ont, avec des forces proportionnellement très réduites, peu de capacité à faire une réelle différence. Oui, je demande toujours aux gens de développer leur argument quand ils disent que, après l'Ukraine, les Russes prendront la Pologne. Donc, vous savez, s'emparer de ce vaste territoire avec 40 millions de personnes qui ne veulent pas être eh bien pas une seule d'entre elles ne voudrait que la Russie soit là. Cela semble tout simplement être un désastre monumental. Il n'aurait pas le soutien du public russe, car personne ne pourrait vendre l'idée d'occuper la Pologne. Et les partenaires et alliés internationaux de la Russie, que ce soit la Chine, l'Inde, se détourneraient sans doute d'elle dans une large mesure. Et tout ça pourquoi? Je ne suis pas sûr de ce qu'ils feraient là-bas. Rien de tout cela n'a vraiment de sens. Cela sonne bien comme un slogan, mais cela n'a plus vraiment de sens une fois qu'on développe l'argument. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'illusion du contrôle de l'escalade. L'idée que nous pouvons engager un affrontement direct et en maîtriser encore l'évolution. Si les Européens commencent à perdre, que faisons-nous? La situation changerait. Ou, dans le cas moins probable où les Russes commenceraient à perdre,
comment réagirait-il? Je ne pense pas que nous ayons vraiment réfléchi à tout cela. C'est juste cette idée de maintenant, il faut tenir tête à Poutine. C'est à peu près là que la logique s'arrête. Mais comment voyez-vous la position ukrainienne? Pensez-vous qu'ils aient jamais eu une réelle chance de vaincre la Russie si l'on regarde le... Je n'ai jamais pensé qu'ils le faisaient. Et je pense que c'est aussi simple que cela. Je crois t'avoir mentionné ce dont nous avons parlé par email. J'ai écrit un article, il y a environ 3 mois, sur l'équilibre des pouvoirs. Dans cet article, j'examinais les fondements de l'équilibre militaire des forces. En réalité, l'équilibre de 2 éléments. Le premier est la capacité industrielle au niveau stratégique, et le second est les ressources énergétiques nécessaires pour alimenter cette capacité industrielle. Les Ukrainiens sont faibles sur les 2 plans. Ils disposent d'une base industrielle relativement limitée, qui est encore davantage érodée par les bombardements stratégiques russes, et ils ont des ressources énergétiques relativement restreintes, qui dépendent encore de la Russie. Et il en va de même, à un degré différent, pour les Européens et pour l'Ukraine. Les Américains sont probablement les mieux lotis des 3, tandis que la Russie est un exportateur d'énergie et, comme nous l'avons vu, possède la capacité industrielle de produire, par exemple, autant d'obus de 155 mm que l'ensemble de l'Occident. En un seul mouvement, ils ont donc démontré qu'ils se trouvaient en position de force. Je n'ai jamais pensé que les Ukrainiens pouvaient gagner. Je pense aussi que même si les Ukrainiens avaient pleinement l'appui de l'OTAN, même dans ce cas, dans une guerre conventionnelle contre la Russie, nous perdrions. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que nous n'avons plus les capacités que nous avions à la fin de la guerre froide. Prenons par exemple le service auquel j'ai appartenu, la Royal Navy. Notre flotte de frégates et de destroyers représente environ 1/3 de sa taille à la fin de la guerre froide, et notre force anti-sous-marine est à peu près équivalente. Si nous voulions combattre, et je ne vois aucune raison pour laquelle nous le ferions, mais si nous voulions affronter les Russes, nous serions extrêmement dépendants des Américains. L'armée américaine, je crois, comptait, d'après le dernier chiffre que j'ai en tête, environ 427 000 hommes. Il faudrait donc la déployer, il faudrait mobiliser cette armée. Même s'il y avait eu un soutien politique, il n'existait tout simplement pas. Il faudrait mobiliser cette armée et la faire traverser l'Atlantique, où elle serait vulnérable à la guerre sous-marine et aux mines. Ensuite, il faut réfléchir à la capacité industrielle ici en Europe, encore une fois, très vulnérable aux bombardements stratégiques des Russes, contre lesquels nous ne pouvons rien faire. L'un de mes postes dans la marine était celui de commandant d'un destroyer de défense aérienne. Et je peux vous dire que nous n'avons aucune capacité de défense aérienne contre les missiles hypersoniques nulle part en Europe. Je ne pense pas que les Américains l'aient vraiment non plus, peut-être un peu avec ce qu'on appelle le THAAD, mais non, je pense que nous n'avons pas la capacité de gagner. Donc je ne pense pas que l'Ukraine ait jamais eu cette capacité. Je pense que l'un des problèmes, Glenn, c'est que nous n'avons pas réfléchi à l'expansion de l'OTAN. Les Russes nous disaient déjà depuis 2003, et plus précisément en 2008, que la Géorgie et l'Ukraine représentaient une ligne rouge. Et pourtant, nous avons continué à nous étendre sans prévoir la possibilité que la Russie pensait réellement ce qu'elle disait et qu'elle agirait en conséquence. Et quand elle l'a fait, nous n'étions pas prêts. Pour cette raison, si nous avions été prêts ou si nous en avions fait davantage, alors, si c'était une bonne idée de s'étendre, l'histoire aurait pu être différente. Mais encore une fois, la Russie opère sur des lignes intérieures, elle est pleinement industrialisée, et je ne vois aucune circonstance politiquement envisageable dans laquelle l'Ukraine, même avec un soutien maximal de l'Amérique et de l'Europe, pourrait gagner.
Dans votre article, cependant, vous mettez beaucoup l'accent sur le rôle des capacités industrielles et bien sûr de la logistique. Il est intéressant de noter qu'Obama avait également souligné l'importance de la logistique pendant sa présidence, que c'était la raison pour laquelle nous ne voulions pas intensifier le conflit en Ukraine car les Russes auraient le contrôle de l'escalade. Et l'on fait souvent remarquer que pour les Russes, cela compte davantage. Encore une fois, s'ils perçoivent cela comme une menace existentielle, ils y consacreront tout. Il était assez évident pour beaucoup que les États-Unis finiraient par changer de position. D'ailleurs, j'ai reçu dans mon émission l'ancien chef des forces armées allemandes, le général Harald Kujat, et il faisait le même constat. Pour les Russes, ils mettront tout en jeu, car c'est une question existentielle. Cependant, nous avions prédit il y a plus de 2 ans que les Américains, une fois la guerre perdue, commenceraient à se désengager. En réalité, c'était en janvier 2023, donc cela fait presque 3 ans maintenant. Donc vous savez, il avait vu juste, mais ça n'a pas vraiment eu d'impact sur le récit médiatique. Cependant, vous avez mentionné la difficulté de nous protéger contre les armes russes. L'Oreshnik, je crois que vous avez dit, et leur capacité à frapper des ports stratégiques des pays de l'OTAN. Ainsi, toute la guerre pourrait s'arrêter très brusquement. Mais voyez-vous aujourd'hui une probabilité réelle d'une guerre directe entre l'OTAN et la Russie? Et avez-vous une idée de la manière dont cela se déroulerait concrètement? Je pense que c'est peu probable, mais pas impossible. Je ne crois pas qu'il y ait en Europe un quelconque appétit politique pour la guerre. Le scénario inquiétant, bien que peu probable, serait celui où le contrôle de l'escalade nous échapperait et où nous nous retrouverions dans une situation de représailles successives. Quelqu'un réagit, puis quelqu'un d'autre réagit, et ainsi de suite. Je pense que c'est peu probable, mais pas impossible, et nous devrions faire preuve d'une extrême prudence à ce sujet, car l'Europe en souffrirait encore plus qu'elle ne souffre déjà. Je pense que la situation la plus probable est que tandis que les discussions diplomatiques, comme le plan du 28e point de paix, se poursuivent, les Russes les observent avec intérêt et ils tiennent à continuer de parler avec les Américains pour des raisons stratégiques évidentes. Mais ils suivent ce que j'appellerais le plan A. Et le plan A ressemble un peu à une voie ferrée. Il mène vers une solution militaire. La solution militaire, qu'on a mentionné un peu plus tôt, est soit minimaliste, le plan en 12 points du 25 juillet couvrant les 4 oblasts et la Crimée, soit maximaliste, visant à reconquérir l'ensemble de la Novorossia. Je pense qu'à mesure que cela se poursuit, je soupçonne qu'il deviendra de plus en plus évident pour les Européens, comme je crois que c'est déjà le cas pour ceux de l'administration américaine, qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre et qu'ils font face à une défaite stratégique. Ce serait très inconfortable pour eux à cause du récit politique qu'ils ont construit. Et selon ce récit, si nous apaisons Poutine, alors le reste de l'Europe s'effondre. Nous savons pourtant que ce n'est pas ce que les apologistes ressentent vraiment, car s'ils le pensaient réellement, ils se mobiliseraient pour la guerre dès maintenant. Ils se mobiliseraient pour une guerre totale. Nous sommes loin d'une mobilisation totale, donc nous savons qu'ils ne le ressentent pas ainsi. Leur difficulté réside dans le fait de faire face à l'appauvrissement croissant du discours politique à mesure que la Russie se rapproche de la victoire militaire. À mesure que la Russie s'en approche, je pense qu'ils vont simplement devoir encaisser et admettre qu'il s'agissait d'une grave erreur, une erreur stratégique majeure, annoncée dès 1990, puis à nouveau en 1996, comme je l'ai dit, par George Kennan. À mesure que cela se déroule, il sera intéressant d'en observer les effets. Je soupçonne que l'impact politique sur 2 institutions, l'OTAN et l'UMER,
pourrait être profond. J'observe également les conséquences économiques de la guerre des sanctions, que j'avais décrites dans un article pour notre Naval Review en 2022 comme des sanctions boomerang. Elles auront presque certainement plus d'impact ou un impact plus négatif sur l'Europe que sur la Russie. Et c'est ce qui se confirme. J'ai souvent pensé que Poutine, qui est un étudiant de l'économie et des ressources, en particulier des ressources russes, aurait prévu cela et compris les conséquences pour l'Europe du début de la réduction de nos approvisionnements en hydrocarbures et de leur remplacement par des sources plus coûteuses. Les répercussions économiques ne peuvent qu'être profondes, et c'est bien ce que l'on observe. Je pense donc qu'à mesure que les récessions commenceront à se manifester à travers l'Europe et que les gens se replieront sur eux-mêmes, l'Ukraine deviendra quelque chose qu'ils accepteront si cela signifie qu'ils n'ont pas à dépenser davantage et peuvent se concentrer sur la remise en ordre de leurs propres économies. J'entends aussi des échos de Moscou. Du moins, j'ai l'impression que si une bonne voie diplomatique s'ouvrait, ils la saisiraient. Mais ils partent plus ou moins du principe que cela n'ira nulle part, que Trump fera quelques ouvertures, puis que les Européens interviendront, et qu'il devra alors faire volte-face. Eh bien, c'est essentiellement là où nous en sommes aujourd'hui. J'aime que tu aies mentionné George Kennan d'ailleurs, car en 1998, il a donné cette fameuse interview à Friedman dans The New York Times. Il y expliquait qu'il pensait que l'élargissement de l'OTAN déclencherait une nouvelle guerre froide. Et il avait aussi prédit qu'au bout d'un certain temps, il y aurait une réaction farouche de la Russie. À ce moment-là, ceux qui avaient plaidé pour l'élargissement de l'OTAN justifieraient essentiellement cette expansion en se fondant sur la réaction de la Russie. C'est pour cela, eh bien, c'est la raison pour laquelle nous avons élargi l'OTAN, parce que les Russes sont simplement des impérialistes expansionnistes et qu'ils sont agressifs. Donc, c'est une bonne chose que nous ayons élargi l'OTAN. Je veux dire, même Madeleine Albright, à un moment donné, elle était une grande partisane de l'élargissement de l'OTAN. Mais même elle a reconnu que oui, bien sûr, les Russes considèrent cela comme une action menaçante. Cependant, si jamais ils se retournent contre nous, nous aurons l'OTAN. C'était la logique. James Baker a qualifié cela de prophétie autoréalisatrice, que nous construirions l'OTAN pour dissuader une future agression de la Russie, même si cette agression serait provoquée par les propres préoccupations de sécurité de la Russie. Ainsi, c'est devenu une alliance destinée à gérer les problèmes qu'elle a elle-même créés. Mais, vous avez mentionné l'effondrement de l'OTAN. Non, pas son effondrement. Vous avez dit que vous trouviez intéressant de voir à quoi pourrait ressembler l'UMR et l'OTAN après cette guerre. Selon vous, comment l'architecture de sécurité européenne sera-t-elle façonnée après cette guerre? Je pense qu'une grande partie dépendra des jugements des différents pays. J'ai écrit dans un article de Responsible Statecraft que l'OTAN existe pour affronter la menace créée par sa propre existence, tout en étant militairement incapable de s'opposer à la menace que son existence engendre. J'aimerais donc penser qu'à un certain moment, les gens commenceront à se rendre compte que ce qu'ils appelaient la dissuasion par l'expansion de l'OTAN était en réalité une confrontation, et qu'il faut passer d'une situation où, philosophiquement, nous affrontons les Russes en nous approchant de leurs frontières, à une situation où nous pouvons commencer à leur parler. Et je pense que ce que Poutine apprécie dans cette relation quelque peu chaotique entre la Russie et l'Amérique, c'est que malgré tout, cela reste une relation, cela lui donne quelqu'un à qui parler. Donc, il a Trump et son équipe à qui parler, et ces conversations ne doivent probablement pas être très faciles, mais elles sont bien meilleures que n'importe quelle conversation venant d'Europe, puisqu'il n'y a pas de conversation venant d'Europe. Il me semble que,
À une ou deux exceptions près, Obama est celui qui se distingue. Personne ne veut parler à la Russie. Je trouve absolument extraordinaire que la diplomatie ne puisse pas se poursuivre, même dans cette situation difficile. Et c'est le signe d'une sorte de pensée sectaire au sein de la direction politique occidentale. Cette idée que parler à la Russie serait une mauvaise chose. C'est à mes yeux un exemple extraordinaire d'ineptie politique et diplomatique. Mais j'aimerais penser qu'à mesure que la guerre commencera à se rapprocher de sa conclusion, les gens recommenceront à réfléchir à l'OTAN et à se demander si l'OTAN est vraiment la bonne réponse pour la sécurité européenne. Ce qui est clair, c'est que l'Amérique se retire, et je peux comprendre pourquoi. J'ai déjà dit dans d'autres articles que les Américains considèrent probablement la guerre entre la Russie et l'Ukraine comme la 5e priorité sur leur liste. La première sera toujours la situation intérieure des États-Unis. La deuxième est probablement la relation avec la Chine et Taïwan. La troisième concernera le Golfe, bien que ces deux priorités puissent être inversées. Et je soupçonne que la quatrième est l'hémisphère occidental et l'Amérique du Sud. L'Europe est un sujet dont ils parlent de plus en plus en disant qu'il faut laisser les Européens s'occuper d'eux-mêmes. Et je pense qu'ils ont raison de le faire. Nous, Européens, devrions réfléchir à la manière d'assurer notre propre sécurité, et l'un des meilleurs moyens, de loin, serait de commencer à parler avec la Russie. Car je pense que la Russie y serait ouverte. En fait, je suis sûr qu'ils y seraient ouverts. Je soupçonne que nous avons perdu une grande partie de la valeur économique d'une relation avec la Russie, car je pense que la Russie s'est désormais réorientée vers la Chine et vers l'Inde, vers les nations des BRICS, et n'a plus besoin de l'Europe sur le plan économique. Ce sera une grande perte pour de nombreux pays européens, en particulier les plus petits. Mais je pense que si nous parvenons à une situation où la relation avec la Russie devient plus coopérative, une relation dans laquelle nous commençons à parler de sécurité coopérative plutôt que de sécurité conflictuelle, peut-être sous les auspices de l'OSCE, dont la Russie est membre, alors nous pourrions réellement commencer à progresser. Ce serait de loin la meilleure voie, à mon avis. Je ne suis pas sûr, cependant, que nous ayons une direction politique européenne prête pour cela pour le moment. Cela pourrait changer lorsque les Européens commenceront à se rendre compte qu'ils ont été... Eh bien, je ne pense pas que les dirigeants européens aient menti à leur peuple, mais je pense qu'ils les ont trompés par le biais de la communication, de la création d'un récit politique et d'un refus d'écouter tout ce qui pourrait remettre en cause ce récit. En ce qui concerne l'Union européenne, j'ai toujours eu le sentiment qu'elle finirait à un moment donné probablement par s'effondrer. C'est à cause du paradoxe au sein de l'UMM. C'est un groupe de pays réunis, et pourtant, il n'existe pas de système politique unifié. Ce n'est pas un État. C'est un super-État. Et je pense que le facteur clé, à mon avis, sera l'Allemagne. Parce que si l'Allemagne entre en récession, ce qui semble de plus en plus probable, je soupçonne que les Allemands examineront de très près les dépenses qu'ils effectuent au sein de l'UMM. Et si ces dépenses commencent à diminuer, ou s'ils décident de dépenser moins dans l'UMM, et je le ferai à leur place, alors on en vient à se demander à quoi sert l'UMM. Parce que bien sûr, une grande partie de l'UMM, en dehors du marché commun, est probablement une bonne chose. Mais une grande partie de l'UML concerne en réalité les investissements des pays du Nord dans les pays du Sud pour soutenir leur développement économique. L'autre question ici, bien sûr, concerne également l'euro. C'est très intéressant si l'on observe le secteur bancaire. Le système Target 2, qui suit les déséquilibres bancaires entre l'Allemagne en particulier et d'autres nations du Nord et celles du Sud, rend difficile d'imaginer comment ces déséquilibres ou les dettes qu'ils impliquent pourraient être corrigés. Je soupçonne donc que nous assisterons à un effondrement économique.
Et lorsque cet effondrement surviendra, peut-être que le mot est trop fort, peut-être pas, mais au fur et à mesure qu'il se produira, je pense que les gens commenceront à raisonner beaucoup plus en termes de leur propre nation, plutôt que d'essayer de maintenir une institution qui, je le crains, a révélé au cours des 3 ou 4 dernières années, dans cette campagne en particulier, bon nombre de ses failles fondamentales. Oui, non. Cet échec même à parler à la Russie, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire européenne. Vous savez, je ne dirais pas que nous avons inventé la diplomatie, mais dans une certaine mesure, nous avons inventé la diplomatie moderne. Et pourtant, nous ne pouvons plus parler à la Russie. Surtout dans cette guerre, nos dirigeants politiques sont restés sur la touche et ont regardé des centaines de milliers de jeunes hommes mourir dans les tranchées, sans jamais vouloir parler à l'autre camp. Ils auraient au moins pu atténuer certains excès de la violence. Et non seulement cela, mais le boycott de la diplomatie s'est accompagné d'un tel moralisme, comme s'il s'agissait d'un signe de leur vertu. C'est tout à fait extraordinaire, et j'ai du mal à en comprendre le sens. Mais c'est dommage, car je pense que l'architecture de sécurité européenne doit vraiment être au centre ici. Dans les années 1990, nous aurions pu intégrer la Russie dans l'architecture de sécurité européenne. En effet, c'était la principale stratégie des Russes après la guerre froide. Tout ce qu'ils voulaient faire, la force motrice, la grande stratégie, c'était de s'intégrer à une Europe élargie, d'obtenir une place à la table. C'est pourquoi je suis d'accord avec vous pour dire que l'OSCE pourrait être cette organisation. Elle a été créée dans ce but, comme une architecture de sécurité inclusive fondée sur les accords d'Helsinki et la Charte pour une nouvelle Europe. Mais lorsque l'OSCE n'avait plus aucune influence à mesure que l'OTAN s'étendait, Zelensky comme Poutine ont suggéré qu'il pourrait rejoindre l'OTAN. En 2008, le président Medvedev a déclaré « Hey, nous pouvons avoir une nouvelle architecture de sécurité, pan-européenne. L'OTAN peut toujours exister sous l'égide d'un système pan-européen. » Cela a également été rejeté. Puis, je crois que c'était en 2010, la Russie a proposé un accord d'union entre l'UME et la Russie, également rejeté ou accueilli avec froideur. Ils ont continué à espérer qu'une intégration progressive par la coopération économique pourrait être la voie à suivre. Et puis, bien sûr, tout cela a pris fin en 2014, avec le renversement de Yanukovych, lorsqu'ils ont compris que si l'Ukraine devait devenir une ligne de front plutôt qu'un pont, et maintenant avec les sanctions en plus. C'est comme si 300 ans de politique étrangère occidentalo-centrée pour le développement depuis Pierre le Grand étaient terminés. Et maintenant, au lieu de cela, ils se tourneront vers l'Est. Je veux dire, c'est vraiment la bévue de notre génération, je pense. Mais pensez-vous que l'OSCE pourrait alors être relancée? Parce que l'OTAN? Je ne sais pas. Je suppose que la critique de l'OTAN après la guerre froide était qu'elle avait déjà la forme. Nous voulions préserver cette forme, et ensuite nous avons dû lui trouver une nouvelle fonction, c'est-à-dire, vous savez, l'élargissement de l'OTAN ou les missions hors zone, tout ce qui pouvait donner une fonction à la forme. Mais ne devrions-nous pas repartir de zéro pour, vous savez, définir d'abord la fonction, puis déterminer la forme? Autrement dit, qu'est-ce qui crée la sécurité? À quoi devrait ressembler, selon vous, l'architecture de sécurité européenne? Désolé, c'était une question très longue et un peu laborieuse. C'est une très bonne question, je pense. Mon expérience de l'OTAN et mon frère, qui était également officier de marine en service, avait lui aussi une expérience de l'OTAN. Je me souviens qu'il m'avait parlé d'un déplacement au commandement régional sud. Je crois que c'était à Naples, je me souviens plus très bien. Mais il disait à quel point il avait été frappé par le nombre de brigadiers qui se promenaient partout. Le fait est que les quartiers généraux de l'OTAN sont trop hiérarchisés.
Quand je servais dans la force de l'OTAN, qui était la force permanente de l'OTAN en Méditerranée, nous savions que l'OTAN n'avait pas vraiment la capacité de s'organiser. Dans la force permanente de l'OTAN en Méditerranée, la SNFM, c'était en quelque sorte une situation normale mystère FFF. Donc vous voyez, l'OTAN est un ensemble d'États très différents, avec des capacités très différentes. On dit que c'est la plus grande alliance militaire de tous les temps, ce qui est évidemment faux, puisqu'elle a été vaincue par les talibans en Afghanistan. Soyons donc prudents quant à la manière dont nous écoutons notre propre récit politique sur l'OTAN. Personnellement, si j'en avais le choix, je la fermerais. J'organiserais un déclin maîtrisé et je transférerais réellement toutes mes ressources, ma réflexion et certaines des capacités de l'OTAN, les capacités de formation et ce genre de choses, vers quelque chose de plus proche de l'OSCE ou d'une organisation similaire. Je pense que je choisirais l'OSCE. C'est pas parfait, mais bon sang, l'OTAN ne l'est pas non plus. Je me souviens qu'en 1986, j'étais impliqué dans le partenariat pour la paix et nous avions un navire russe, un navire américain et un navire britannique sur lesquels j'aidais à la formation en 1986. Il y avait alors un très bon sentiment parce que nous pensions qu'enfin, ces gens contre qui nous nous préparions à nous battre, peut-être même au niveau nucléaire, nous commencions par à la for Griff. Et c'est tellement triste que nous ayons perdu toutes ces opportunités, y compris celles que vous avez mentionnées. Je pense cependant que je fermerai l'OTAN. La prise de décision au sein de l'OTAN est vraiment difficile. Vous savez, chacun des pays prend une décision, puis chacun doit la renvoyer à sa capitale. Et je pense que l'idée qu'une organisation conçue pour affronter la Russie puisse évoluer, eh bien, on pourrait dire qu'elle pourrait évoluer, mais manifestement ce n'est pas encore le cas, donc à mon avis, fermons-la. C'est dépassé. Et puisque les Américains partent de toute façon, je pense que nous, Européens, allons vraiment devoir réfléchir à la manière de prendre soin de nous-mêmes. Je ne comprends toujours pas très bien pourquoi nous nous inquiétons autant du départ des Américains. Je veux dire, les Américains sont une nation très puissante à avoir à nos côtés, mais ils n'ont pas toujours agi dans l'intérêt de l'Europe. Et je ne pense pas que leurs activités, je crains de devoir le dire, tout comme celles des Britanniques, en Ukraine entre 2014 et 2021, aient été dans l'intérêt des Européens. Malheureusement, les Européens ont suivi parce qu'ils pensaient avoir besoin de l'appui de l'Amérique. Mais je pense qu'être réellement indépendant de l'Amérique et commencer à adopter une approche plus réaliste est la voie à suivre. L'un des problèmes, c'est que lorsque vous avez l'OTAN, lorsque vous avez l'Amérique à vos côtés, vous pensez pouvoir tout faire. Et je pense que c'est l'un des risques auxquels les États baltes sont confrontés. Ils croient que parce qu'ils ont le plus grand dur à cuire de la planète de leur côté, ils peuvent pratiquement tenir tête à la Russie et chercher à la défier. Grosse erreur. Les Américains sont une puissance maritime très forte et une puissance aérienne très forte, mais en matière de force terrestre, ils sont relativement faibles, comparés par exemple à la Russie et à la Chine. C'est donc une question d'adaptation aux circonstances. Et comme nous vivons sur un continent européen, je réfléchirai de manière indépendante et envisagerai des structures de sécurité fondées sur la coopération plutôt que sur la confrontation. Oui, et je pense que cela s'applique à de nombreux pays européens, du moins ici en Scandinavie. La logique est la suivante. Eh bien, l'OTAN nous a été utile pendant la guerre froide, mais il ne semble pas accepter que les temps ont changé. Il y avait une délimitation très claire, deux pôles de pouvoir, les capitalistes et les communistes, et les intérêts étaient plus alignés. Mais dans le nouveau monde multipolaire, je pense que les intérêts vont diverger de plus en plus.
Ainsi, il semble, au moins dans cette partie du monde, les Scandinaves aient réagi à la multipolarité en essayant de consolider la position de l'Amérique ici, en ouvrant essentiellement la voie à des bases américaines et en leur déléguant davantage de politique étrangère. C'est comme si nous pensions que cela augmenterait notre propre valeur à leurs yeux. Remembered. Mais cela se produit au moment même où leurs intérêts stratégiques s'éloignent de plus en plus des nôtres. Et on part du principe que si nous sommes alliés, nos intérêts seront les mêmes. Mais je pense que oui, il est assez évident qu'ils changeraient radicalement. Cela a toujours été un problème entre l'Europe et l'Amérique, car la présence américaine en Europe est très forte. Et bien sûr, ils ont joué un rôle d'apaisement. Ils ont assuré la sécurité après la Seconde Guerre mondiale et offert des accords commerciaux très généreux. Mais à cause de cette proximité, cela a été une arme à double tranchant. Soit les gens sont excessivement pro-américains, au point d'être prêts à déléguer leur propre politique étrangère, soit ils sont farouchement anti-américains. Nous ne semblons pas avoir ce juste milieu où nous aurions simplement un partenariat fondé sur des intérêts communs. C'est soit déléguer notre sécurité, les adorer ou les détester. C'est très étrange. Je pense que vous avez raison. L'argument classique, bien sûr, est que les Américains payent beaucoup pour la défense et qu'ils sont le principal fournisseur de défense au sein de l'organisation de l'OTAN, tandis que les Européens ne payent pas assez. Et c'est probablement vrai. Mais je pense qu'une certaine paresse intellectuelle s'est développée chez les Européens, qui consiste à se dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter des choses, puisque les Américains sont de leur côté. Et je pense que cela a conduit à une tendance à, vous savez, on pourrait dire se soumettre, même si je ne crois pas que ce soit vraiment cela, mais plutôt à ne pas aller au bout de la réflexion. À ne pas réfléchir du point de vue des intérêts de l'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la Norvège, de l'Allemagne et de la Russie. Je pense que nous assistons également à un mouvement vers un monde multipolaire. Mais je pense qu'il va plutôt ressembler à un monde tripolaire. Car lorsque j'observe la manière dont la Chine se développe en tant que superpuissance industrielle mondiale, et la façon dont la Russie s'est affirmée à la fois sur le plan militaire et industriel, et si l'on considère les exportations d'énergie, la Russie est, je crois, le deuxième exportateur de pétrole et le deuxième exportateur de gaz, mais en termes d'exportation totale d'hydrocarbures, elle est la plus grande au monde. Nous avons donc deux nations très puissantes qui se sont affirmées comme telles. Et je pense que l'Amérique parle beaucoup, surtout parmi les néoconservateurs, de la nécessité d'affronter les deux. Mais je crois qu'il est trop tard. La possibilité d'affronter la Chine sur le plan industriel est révolue, du moins pour les 20 prochaines années. Donc pour de nombreuses raisons, je pense que nous vivons dans un monde tripolaire. Et il est grand temps que les Européens commencent à réfléchir à la manière dont nous devons parler, non seulement à la Russie, mais aussi à la Chine. Je ne dis pas que ces conversations seront faciles, mais il vaut mieux les avoir. Mieux vaut le dialogue et la diplomatie que de se retrouver face à un mur de pierre, vous savez, un mur froid que nous aurions nous-mêmes construit et que les Russes ne souhaitent pas. Je pense donc qu'avoir une autre discussion intellectuelle, une discussion académique au sein des sociétés européennes serait une bonne chose du point de vue de la sécurité, en réfléchissant vraiment à la sécurité dans toutes ses dimensions. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de sécurité militaire, il s'agit aussi de sécurité économique et de sécurité énergétique. Pour toutes ces raisons, tu sais, nous avons besoin d'une sorte de second siècle des Lumières, vraiment, Glenn. Et nous devons repenser à certaines des choses que les Européens ont si bien accomplies. Si l'on repense à Westphalie et à ce que nous avons réussi à y faire, nous avons besoin d'une sorte de seconde Westphalie, d'une certaine manière.
Oui, j'ai parlé à un collègue américain qui m'a dit que, d'après les discussions à Washington, le débat qu'ils ont sur l'adaptation au nouveau monde multipolaire, où l'attention stratégique et les ressources de l'Amérique se détourneront de l'Europe, porte en réalité sur la forme que cette relation devrait prendre. Il a dit que cela oscille généralement entre deux positions. La première est que l'Europe devrait essentiellement former un bloc géoéconomique, jurant une loyauté économique totale envers les États-Unis. Donc, les technologies américaines, l'énergie, tout cela, vous savez, relève largement d'un modèle de type État vassal. Ou bien, à l'inverse, ils essaient d'en tirer un peu plus en termes de ressources, c'est-à-dire amener les industries clés à traverser l'Atlantique et à centraliser le pouvoir là-bas. Mais encore une fois, comme vous le dites, nous devrions avoir nos propres discussions en Europe. Ce qui est bon pour nous, quelle est notre place dans le monde? Comment l'Europe préservera son unité dans un monde post-américain ou multipolaire? Que signifiera la sécurité? Quelle devrait être notre relation avec les Russes et les Chinois? Idéalement, ces conversations ne devraient pas se limiter à des slogans émotionnels, mais il semble qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Bref, ai-je des réflexions finales avant que nous concluions? Je dirais simplement que, comme vous, j'ai souvent l'impression d'être une voix dans le désert. Mais je ressens, en voyant les retours sur les podcasts, le vôtre et celui de Danny Davis, qu'il existe un public réellement intéressé par ce que nous disons. Je soupçonne que 80 ou 80% de ce public adhère encore au récit politique qui est diffusé. Mais il est important que nous continuions à parler et que nous ayons des voix de ce côté-ci de l'Atlantique comme de l'autre. Donc c'est une manière un peu longue de vous dire merci, car je pense que votre podcast ainsi que ceux d'autres personnes jouent un rôle essentiel en offrant aux gens une pensée indépendante. Dès que j'entends quelqu'un dire « Oh, un tel est un fan de Poutine, et je suis sûr qu'on le dit de moi », je me dis simplement qu'il a perdu le débat, parce qu'il ne s'y engage pas vraiment. C'est comme, pour reprendre une expression du football, jouer l'homme plutôt que le ballon. Engageons-nous au moins dans le débat maintenant et commençons à ouvrir cette discussion, afin que nous puissions avoir le type de conversation intellectuelle dont nous avons réellement besoin. Et donc, merci Glenn pour tout le travail que tu fais. Eh bien, venant de toi, c'est un grand honneur. Alors, merci beaucoup.